Et on va démarrer. Donc du coup, moi je vais utiliser, j'ai un serveur Linux, j'ai un Windows Server et j'ai un deuxième Windows Server. Je vais me servir de ça pour les mettre sur les réseaux qui vont bien. Donc je les reconfigurerai. Donc déjà, ce que je vais commencer, c'est de régler dans l'éditeur de réseau mes bons réseaux qu'il faut. Donc ici, on demandait 3 réseaux. Donc en général, celui qu'on va mettre qui va être sur le WAN, ça va être celui qu'on va mettre en NAT. Donc il faut au moins que vous ayez un réseau et celui qui est sur le plus simple, c'est d'avoir celui qui est sur le NAT, qui soit relié du coup à Internet. Sinon, vous serez dans un vase clos et vous n'aurez pas accès à Internet. Donc ça va vous compliquer la tâche pour faire des vérifications. Donc celui-ci, je vais mettre que c'est le WAN. Donc c'est le WAN, il était en 10.0.0.0. 0 et 0, donc sur la classe A. Donc ça va être mon VMnet 2. Ensuite, je vais prendre mon VMnet 1. Je vais lui mettre 172. Non, j'avais corrigé à quoi? 17 ou 30 30. 17, 30, 0, 0 et 0, 0. Classe B. Donc j'avais corrigé parce qu'effectivement, le premier exercice que j'avais fait à l'époque, j'avais mis 16. Mais comme du coup, on est passé sur le réseau bridge en 16, c'est pour limiter des risques de confusion au niveau de VMware. Et ici, du coup, le dernier, j'ai mis 100.0. Et en slash 24, du coup, on a les trois classes de réseau pour l'exercice. Donc là, le LAN, ça sera le 1, le WAN, ça sera le 2, et le bridge, et le DMZ, ça sera le 8. Donc du coup, je vais dans mon pfSense. Donc ici, je vais mettre mon NAT sur la première carte, qui normalement est censé être le VMnet 0. Je vais mettre le 8 du coup sur mon LAN. Et je vais mettre le 1 sur celle qui sera ma DMZ. Et ensuite, je vais démarrer du coup le pfSense. Avant de démarrer les autres machines, je vais déjà configurer les cartes, quoique si je vais les lancer, ça sera fait. Donc là, j'ai dit que normalement, les 3 cartes sont censées être dans l'ordre. Et bien normalement. Donc quand même, ce que je vais faire, puisque là en plus j'avais déjà des éléments qui étaient déjà réglés, quand on a un doute, je vais passer directement sur du DHCP pour toutes. Ça va me permettre d'être sûr. Je viens de booter. Voilà. Bon, on voit que la première, c'est bien mon One, parce qu'elle était déjà en DHCP, et il a bien récupéré sur le 10.128. Donc il a bien récupéré sur le bon réseau. On va quand même vérifier le reste pour être sûr.
Donc je vais sur 2. Ici, je dis que je veux en statique, que je veux pas d'IPv6 et que je garde en HTTPS. Et là, on voit que du coup, il me répond en 192, ensuite 100, 128. Donc à moins que ce soit moi qui me soit trompé, comme du coup j'ai pas noté. Non, le 1, je l'avais bien mis sur la deuxième carte. Ah non, c'est moi qui ai versé mes éléments. Donc là, ce que je vais faire, du coup, maintenant que j'ai changé, je vais déjà passer la première en statique pour faire propre. Donc non, plus de DHCP, 10.0.0.5/8. Donc ici, je vais mettre l'upstream gateway puisque je configure le WAN. Donc je mets la passerelle qui nous a été donnée par VMware en upstream gateway. Et on dit que c'est bien la gateway par défaut. Non pour l'IPv6. On veut pas de DHCP. Et on veut racheter en HTTPS. Pendant ce temps-là, on voit que du coup, il nous a bien donné une adresse sur le bon pour le LAN. Donc je vais la passer aussi en statique. Donc non, 172.30.0.5/16. Pas de gateway, pas d'IPv6, pas de DHCP. Et ensuite, la dernière. Donc 2, 3. Non. Et là, on va être en 192.168.100.5/24. Voilà. Donc, je vous dis, si vous avez un souci effectivement vous avez un doute sur quelle carte donne quoi, n'hésitez pas à passer effectivement en DHCP. Comme ça vous évite de faire une configuration et qu'après, quand vous essayez d'accéder à l'interface, à la page web, ça marche pas. Parce que, en fait, en réalité, vous avez croisé des réseaux comme moi j'avais fait. Du coup, je m'étais mélangé entre le réseau 8 et le réseau 1. Donc, du coup, forcément, ça pouvait pas fonctionner. C'est comme si on était sur deux switches différents et qui ne recevaient pas les bonnes informations. Voilà. Donc, normalement, une fois que c'est fait, on ne devrait plus avoir besoin de revenir ici. Donc là, je vais déjà configurer une première machine. On va dire que celle-ci, ça sera le LAN. Du coup, lui, il sera configuré. Je vais le configurer sur le réseau 10. Hein? Oui, donc c'est le LAN, pardon. Effectivement, je configure en premier celui-là parce que j'ai hésité dans ma tête si je le mettais celui-là en LAN ou pas, en LAN ou WAN. Donc oui, j'ai dit à la fin que c'était LAN. Donc effectivement, il va être en 172.16.0.10. 30, ouais. Parce que sinon, on va avoir un conflit. Et surtout, il ne le trouvera pas. Donc 172.30.0.5. Parce que c'est ce que j'ai mis pour PF7.
Ok. Voilà. Et donc là, normalement, je l'avais pas déjà rempli, toi. Donc logiquement, si on a bien fait les choses, mais j'ai oublié une étape, laquelle? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Donc là, je vais reconfigurer effectivement son adresse IP. Au niveau de la machine, qu'est-ce que j'ai oublié? Non, j'ai oublié de changer la carte, le réseau. Parce que du coup, là, elle est sur le NAT. On a dit que du coup, elle était sur le 1, le 8. Où est passé mon stylo? J'en ai marre de faire des allers-retours. J'avais un stylo hier. Mm. Donc des fois, pour éviter de faire des allers-retours, donc le WAN c'est VNet2, le LAN c'est VNet1 et la DMZ VMnet8. Voilà, comme ça au moins c'est noté. Setting, donc là c'est bon, je l'ai changé et du coup forcément ça marche mieux. 62, 30, 0, 5. Voilà. Donc ici admin pfSense. Là, étant donné que j'avais déjà lancé une première fois, il m'a pas remis le wizard. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, le wizard, je l'aurais pas forcément pris en compte. Donc maintenant, je vais dans le pare-feu, au niveau de mes règles. Et là, je vais effacer les différentes règles pour pas avoir de mélange. Donc là, je les ai pas supprimées, finalement, je les ai juste désactivées. Mais bon, c'est pas grave, parce que tant qu'elles sont grises comme ça veut dire que la règle n'est pas active. Donc c'est comme si elle n'existait pas. Je vais faire la même chose là, à la limite, je vais supprimer directement. Le tout, c'est d'avoir la règle anti-blocage. Et la DMZ, est-ce que j'avais configuré des choses? Oui. Voilà. Et du coup, bon, je vais faire pareil pour pas éviter les mélanges. Voilà, donc là, il n'y a aucune règle du coup de définie, comme quand vous avez directement la première fois que vous l'installez. De toute façon, le NAT, le WAN, pardon, et le DMZ, enfin qui s'appelle Opté1 quand vous le faites la première fois, elles de toute façon n'ont pas de règles. Il y a juste le LAN qui a des règles, qui a 2 règles par défaut, plus la règle d'anti-verrouillage
qui vous empêche, parce que si vous enlevez cette règle-là, vous allez vous retrouver bloqué, vous ne pourrez plus accéder à l'interface de web de pfSense. Donc ça peut poser des problèmes. Donc déjà, si vous voulez renommer votre interface, pour la retrouver plus facilement, vous allez dans le nom de votre interface. Donc en l'occurrence, vous, ça sera logiquement OPT1 pour optionnel 1. Et ensuite, dans la description, vous changez pour mettre DMZ à la place. Ça permet de mieux vous y retrouver par la suite. Ça, vous savez que c'est votre DMZ. Ou DMZ1, parce que potentiellement, en fonction de si on décide, on pourrait même faire plusieurs zones DMZ. Même si, bon, en général, une seule suffit. Voilà. Et après, on enregistre. Bien vérifier aussi, après l'installation, une fois que vous êtes arrivé là, de vérifier que sur aucun, il y a marqué bloquer les adresses, les réseaux privés et les adresses de loopback. Parce que sinon, si vous avez ça qui est coché, il n'acceptera pas les entrées d'un réseau privé. Et comme nous, on travaille du coup sur des réseaux privés, il va y avoir un souci. Donc voilà. Jusque là, est-ce que on est d'accord? Pour renommer ici, là, tu changes de description. Par exemple, si je mets DMZ2, j'enregistre. Et là, maintenant, elle s'appelle. Donc, tu vas dans Interface. Tu choisis l'interface. Donc, toi, normalement, par défaut, si tu n'as pas changé, c'est OPT1. Donc, je vais remettre en DMZ tout court. Ça évitera les mélanges. Donc, du coup, bah, on va aller dans le pare-feu et dans les règles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre déjà les règles et après, j'irai régler les machines. Donc là, je vais commencer au niveau du WAN. Donc, si je reprends mon document, la DMZ ne peut recevoir des informations que du WAN et avoir Internet. Et donc, du coup avoir Internet et le FTP. Donc, du coup, bah, on va commencer par la DMZ, puisque c'est ça que j'ai mis en premier. Donc, je me mets sur DMZ. Là, je dis qu'on veut qu'elle puisse aller sur Internet. Ça, je vais le faire après. Et j'ai mis, donc elle peut recevoir que du WAN. Donc là, là, on va faire avec le port 21. Donc le port 21 qui est le FTP. Donc c'est protocole TCP. Les sources du WAN. Et à destination, du coup, des adresses de la DMZ. Et ici, du coup, à prendre le FTP. Pour le file transfert protocole. Donc comme ça, du coup, elle acceptera que les requêtes FTP qui viennent d'une machine qui est sur le WAN et qui visent directement une adresse de la DMZ. Si on l'essaie pour toutes, il pourrait potentiellement essayer d'intercepter un peu des communications d'autres réseaux. Donc là, on précise que c'est vraiment que si c'est à destination d'une adresse de la DMZ directement qui va le prendre en compte. Si ça vient d'une autre source ou que ça vise une autre destination, bah, ça ne sera pas concerné par la règle.
Là, on l'applique à tout le réseau, mais si on voulait, on pourrait. Subnet, c'est après s'il arrive à gérer plusieurs sous-réseaux derrière. Mais si tu mets adresse, du coup, il va prendre toutes les adresses de la DMZ. Mais on pourrait aussi mettre directement adresse ou alias. Et à ce moment-là, on précise l'adresse sur laquelle ça s'applique sur une machine en particulier. Donc si par exemple je mets 192.168 100.10, admettons que c'est l'adresse que je vais donner à ma machine Linux, bah, du coup, la règle ne va s'appliquer que si c'est en direction de cette adresse-là. Si quelqu'un essaye même du WAN d'accéder à la machine 192.168.100.11, admettons qu'elle existe et qu'elle est le FTP, comme du coup la règle n'autorise que vers la machine 100.10, la machine 100.11 n'aura pas accès, ne laissera pas passer le FTP. DMZ adresse, non, DMZ c'est adresse, c'est les adresses au pluriel. Toutes les adresses qui se trouvent sur la DMZ. Donc par exemple 100.10, 100.11, 100.12 seront pris en compte dans la règle. Subnet après, parce que c'est plus dans certains cas qu'on va mettre le subnet. Si on a une infrastructure plus compliquée derrière, qui a d'autres relations. Ouais, vers n'importe quelle adresse de la DMZ. À moins que je me trompe. On va faire un essai avec le ping pour confirmer. Peut-être que c'est peut-être toi à la fin qui a raison. Parce que du coup, là, si on met juste adresse, il risque de s'adresser à l'adresse du DMZ qu'on a donné au pfSense. C'est peut-être pas toi. On va le tester, on le verra bien avec l'ICMP. Pour l'instant, on va le laisser comme ça, on va le tester après avec l'ICMP. Et donc ensuite, on enregistre. Après, j'ai dit que on veut qu'elle puisse aller sur Internet. Donc du coup, là, on va lui faire passer. On pourrait passer en TCP du coup pour aller sur Internet simple. Donc source de la DMZ vers toutes les destinations. Puisque sinon, si on met par exemple WAN ici, bah, il enverrait que il accepterait les requêtes que vers le WAN, pas vers Internet, parce que par exemple, si on veut aller sur Google, Google ne fait pas partie de votre WAN. Sauf la seule exception, c'est si votre ligne Internet est branchée directement au WAN de pfSense. Dans ce cas-là, votre WAN, c'est l'adresse publique d'Internet, donc Google fait partie de votre WAN, dans ce cas-là. Mais sinon, ici, on va mettre vers toutes les destinations. Là, par exemple, là, du coup, si on met WAN ici, du coup, bah, il n'y a que les adresses du WAN sur lesquelles tu pourras communiquer avec le port 80, 443 par exemple. Mais si tu essaies d'aller sur Google, Google il n'est pas relié à ton WAN directement, en direct. Il est à l'extérieur de ton WAN. Mais comme je disais, la seule exception, c'est si tu prends ta ligne fibre et que tu la branches directement dans un pfSense. Là, du coup, ton WAN, c'est ton adresse publique.
Donc ton adresse publique, elle connaît Google et tout. Donc ça fait partie du WAN. À ce moment-là, ça marcherait. Du coup, là, c'est pour ça qu'ici, on va mettre qu'elle va aller vers tous les machines. Si j'ai mis TCP/UDP. Parce que comme ça, après, ben, on restreint, on met 80. On en fait un clone. Non, c'était pas celle-là. Non, non, c'est juste que là, je me suis trompé, j'ai pas cliqué sur la bonne. Et quand j'ai fait sauvegarder, il me l'a sauvegardé 2 fois là. Il vérifie pas a priori s'il y avait déjà la règle qui existait. On peut mettre 10 fois la même règle, a priori, ça lui pose pas de problème. Donc voilà, c'était celle-là que je voulais cloner pour comme ça. Oui. Hmm. Parce que du coup, dans la destination, t'as pas dû choisir le port, à mon avis. Donc je le fais pour le 443 et je le fais pour le 53. Donc là, à partir d'ici, donc les adresses du WAN peuvent accéder au FTP de l'adresse de DMZ. Du coup, bah, c'est là qu'il faudra qu'on vérifie un truc. Et du coup, là, à partir de la DMZ, elle peut aller du coup sur Internet, puisqu'elle peut se connecter au 80, 53 et 443. Et ensuite, du coup, je demandais un élément au niveau du ping, pour terminer ici. Alors, le WAN ne peut pas pinguer le LAN, mais par contre, le LAN peut le pinguer. Donc, le LAN peut pinguer le WAN et la DMZ, et la DMZ peut pinguer le WAN. Donc, on va rajouter ça. Elle est où ma page? Elle est là. Donc là, je vais mettre que la DMZ peut pinguer le WAN. Donc ici, il ne faut pas oublier par contre que l'ICMP, enfin le ping, qui correspond à l'ICMP, n'est pas un port, n'est pas relié à un port, c'est un protocole à part entière. Donc du coup, il faut le changer directement dans la catégorie protocole. Et on choisit du coup ICMP. Donc quand ça vient du coup de la DMZ à destination du WAN. Oui. Là, je connais pas exactement les subtilités entre chaque réponse comme ça pour dire. Mais il y a des cas peut-être pour des observations ou quoi où ça peut être intéressant de ne renvoyer que certains messages et pas d'autres. Mais là, je vois pas trop comme ça là, à l'instant T la différence, donc on laisse sur plus. On va pas s'embêter. Mais s'il y a plusieurs réponses, c'est que ça peut avoir des utilités. Voilà, normalement, du coup, là, les adresses de la DMZ pingeraient les adresses du WAN. Sauf si je me suis trompé dans mon truc et qu'il fallait mettre le subnet. On va vérifier après. Voilà, donc là, normalement, au niveau de la DMZ, on a réglé nos différents éléments. Oui. Justement, c'est là que j'ai un petit doute parce que du coup m'a fait réfléchir Maxime. C'est que du coup là, je vous ai mis sur adresse, mais en réalité adresse, effectivement, j'ai pensé qu'elles étaient au pluriel, elles le sont pas.
Et donc ça veut dire qu'il va utiliser l'adresse, on va autoriser que sur l'adresse WAN et DMZ du PSS lui-même. Les deux adresses qu'on a données. Ça ne serait pas forcément toutes les adresses. Donc on va faire un test après. On va régler les bases. Si effectivement je me suis trompé, il faudra juste passer sur Subnet du coup à la place. C'est pour ça, j'ai un petit doute là. Donc on va laisser comme ça, parce que il me semble que c'est plutôt comme ça que les autres fois je l'avais fait. Mais on va vérifier. Donc c'est pour ça que du coup il y a un petit doute. Non, ah oui, pardon. Donc du coup, bah on va le. Non, je vais y arriver. J'étais sur la DMZ. J'étais sur le pare-feu de la DMZ. Et du coup, c'est édité que je voulais pas copier. Du coup, on va mettre one address. Voilà. Donc normalement, au niveau de la DMZ, on a réglé. Maintenant, le one. Donc le one, faut lui dire que ici, je vais prendre TCP UDP. Source de n'importe quelle source, parce que là, du coup, on va envoyer les informations. Parce que là, on a mis dans un sens, mais il faut qu'après, ceux de l'extérieur puissent se connecter aussi à la DMZ pour pouvoir avoir accès au serveur. Donc, du coup, on va dire que quand ça va arriver par le WAN, parce qu'ils vont passer par le WAN pour y arriver, on va dire qu'on accepte en TCP, UDP, toutes les destinations, enfin toutes les sources, à destination de la DMZ. Et là, si on veut restreindre un petit peu les choses, on va mettre sur le port 80 sur le port 443 et sur le port 53. Donc comme ça, on envoie, on laisse passer les demandants de l'extérieur qui essayent de se connecter quand ils visent la DMZ directement. Donc comme ça, on est sûr que dans les deux sens, les informations vont passer, mais on restreint au maximum en laissant passer vraiment que l'HTTP, HTTPS et le DNS. Les autres demandes n'aboutiront pas. Si vous avez votre machine qui est sur Internet et qui essayez d'accéder en SSH par exemple, ça sera refusé puisqu'on n'a pas laissé passer vers la DMZ le SSH. Et ici, du coup, on va mettre le ping aussi. Donc le WAN qui ne peut pas pinguer le LAN. La DMZ peut pinguer, ok. Donc ici, je vais ajouter. Ici, je vais faire un bloqué. Donc quand la source vient du WAN à destination du LAN. Juste pas fait dans l'ordre. Effectivement, logiquement, c'est plus simple de faire dans l'ordre. Mais j'étais directement parti sur les adresses. J'avais bien repensé, mais bon, une fois que j'étais passé sur les adresses, je me suis dit, je vais finir les adresses de source destination et je reviens sur le port après. J'ai bien pensé quand j'ai cliqué là, mais je me suis dit après, je reviens sur le protocole, je reviens sur l'adresse destination, je me dis, autant rester dans le même ordre à peu près. Mais effectivement, il ne faut pas oublier de préciser que là, on l'applique au ping.
Donc comme ça, le WAN ne peut pas aller pinguer le LAN. Est-ce que j'avais autre chose ici? Donc ça, normalement, on l'a réglé. Donc du coup, dans le WAN, c'était de laisser passer vers la DMZ. Et ensuite, après, c'est dans le LAN qu'il peut communiquer avec un petit peu sur certains protocoles avec la DMZ. Donc du coup, je prends maintenant le LAN. Ici, j'autorise en TCP juste source qui viennent du LAN vers la DMZ. Et ici, je vais prendre le port SSH. Comme ça, normalement, je peux me connecter au SSH à partir du LAN, mais pas à partir du WAN. Et ensuite, j'autorise en TCP UDP, toujours à partir du LAN vers la DMZ. Et là, je reprends les mêmes, le DNS, l'HTTP, et l'HTTPS. Donc là, comme ça, on autorise à partir du LAN ces quatre ports-là à communiquer. Donc bon. Après, là, on a mis TCP UDP parce que des fois qu'il y a du streaming, des choses comme ça. Mais si on a un doute, on peut mettre juste TCP, ça fonctionne aussi. Et pour le DNS, il faut mettre par contre UDP. Ouais. Oui, aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que ici, si tu les mets pas ici, s'il n'y a pas les règles, par défaut, c'est bloqué. Il faut considérer que de toute façon, une règle, si elle n'est pas marquée clairement dans le schéma ici, ça veut dire que c'est bloqué. Donc ça veut dire que si j'enlève la règle du 22 là, vers la DMZ, et bah du coup, j'aurais pas pu me connecter dessus, puisque c'est implicitement, si c'est pas marqué, c'est que c'est bloqué. Donc là, toutes les autres opérations autres que celle-ci, normalement, sont bloquées. Ouais. Laquelle, du coup, tu aurais peut-être en plus? Ah, ça, justement, t'as dû bloquer les réseaux privés, justement. C'est celle que j'ai dit qu'il faut faire attention à bien débloquer. La deuxième est moins gênante, mais la première elle peut être vraiment bloquante. Tu cliques sur l'engrenage et tu vas tout en bas. Et tu débloques la première des deux cochers. Voire les deux cochers, si tu as un doute. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça débloque cette ligne-là, plus celle qui pouvait potentiellement être au-dessus. Mais celle-là, c'est moins gênante, c'est pour des configurations un petit peu plus particulières et qui va se référer avec un autre fichier de tentative un peu connue d'usurpation de réseau. Donc c'est pour ça que c'est moins gênant si on la laisse bloquer celle-là. Sauf vraiment si vous utilisez des adresses un peu bizarres ou quoi, un peu moins classiques que les adresses privées standards. Donc dans ce cas-là, peut-être ça peut vous poser un problème.
Ça, celle-ci, c'est la deuxième des deux cases. Vous pouvez la laisser cocher. Normalement, elle n'est pas censée nous poser de problème. Par contre, la première, oui, peut vous poser des problèmes. Et ensuite, dans le LAN, il y avait du ping à régler. Donc, je peux pinguer la DMZ. Donc, on ajoute. On choisit le protocole ICMP. On va faire dans l'ordre ce coup-là. Donc, à partir du LAN, autant rester constant, mettre adresse. Je recule sur le mail, c'est pas. Hop. Donc là, logiquement, normalement, on a bien réglé nos différentes règles en précisant bien les sources, les ports de destination et tout. Si ici, je vais avoir un problème, du coup, c'est que je vais pas avoir Internet. Parce que là, la communication avec le HTTP, le 480, 443 et tout se fait vers la DMZ. Elle se fait pas vers l'extérieur. Donc du coup, en fait, il faudrait que je règle comme l'autre, en fait, en toute destination. Puisque du coup, parce que du coup, le DMZ sera inclus forcément dans toutes les destinations. Oui. Bah, du coup, là, qu'est-ce que je lui ai mis? Donc toutes les sources vers la DMZ. Donc du coup, là, non, je ne lui ai pas donné accès à Internet, effectivement, si on reste sur ces règles-là. Tu as raison. Si je voulais le mettre sur Internet et tout sans forcément ouvrir toutes les destinations, je pourrais du coup dupliquer ces trois-là et mettre du coup One à la place. Bon, ce qu'on peut faire aussi, hein, d'ailleurs, comme ça. Donc ici, je change à destination du One à la place du LAN. Donc là, c'était le 80. One et le DNS. One. Donc comme ça, effectivement, du coup, le LAN là, après, on aurait pu aussi, si on voulait faire un petit peu du même genre, de mettre, de mettre la source One adresse vers, vers toutes les destinations, potentiellement. Il y a plusieurs façons, des fois, en fonction de dans quel ordre on le met, de faire. Donc voilà, normalement, là, on a tout. Il nous reste juste la redirection de port que l'on veut effectuer. Donc on va le faire maintenant qu'on est là. Donc elle se trouve toujours dans le pare-feu, mais comme je vous dis, il s'agit du coup du NAT. On va transférer un port vers spécifiquement une machine. Je vais supprimer celle-ci. Donc ici, l'interface, le WAN, c'est le WAN qui va rediriger, puisque ça arrivera par le WAN. J'ai dit du coup que c'était ça sera en TCP, puisqu'il s'agit du port 3389. Donc lui, c'est du TCP parce qu'on vise spécifiquement une machine.
pour le pare-feu et NAT. La source, on laisse telle quelle, on n'y touche pas, ça sera les différentes sources. Sauf si vraiment on veut limiter et qu'il n'y ait qu'une seule machine en particulier qui puisse se connecter de l'extérieur à cette machine. Mais en général, on n'y touche pas. La destination, donc quand ça arrive au niveau du WAN et que ça arrive par le port, j'ai mis 13389 normalement. Si je me trompe pas, oui c'est ça. Bon, j'ai pas très camouflé non plus le. Hein? De quoi? En fait, tu mets autre quand tu as les plages de destination, de port de destination. T'as bien choisi TCP ou pas? Dans les ports, dans les protocoles. Je pense aussi, du coup. Et du coup, après, donc ça arrive au WAN. Au niveau du WAN, ça va arriver à 13.389. Et ensuite, du coup, on va le rediriger vers une adresse. Et l'adresse, on va dire 12.68.100.10. Donc là, je le redirige vers la machine de la DMZ. Si je ne me suis pas trompé. Non. D'une machine du LAN, pardon. Oui. Laquelle? L'adresse là? Non, ça c'est l'adresse de la machine vers laquelle tu essaies de te connecter. Donc la machine Windows de ton LAN par exemple. Que je vais mettre à 172.16. J'ai mis combien? 0.10. Hein? Oui, je vais arriver. Mais je crois que j'ai mis 10 sur cette machine là. Comment ça tu me trouves pas de. Comment ça Windows Server me trouve pas de CMD? Ça peut être embêtant. IP config. J'ai bien 30.10, c'est bien ça. Oui, j'ai demandé de viser vers une machine du LAN parce que par défaut, il n'y a pas d'élément pour récupérer du 3389 sur le Linux. Il faut l'ajouter en plus. Et si jamais vous avez mis un Linux serveur, bah, c'est encore pire. Donc, c'est pour ça que j'avais précisé le LAN. Et on envoie sur le port 3389. Donc, soit on le met directement hôte personnalisé, ou si vous allez dans la liste, c'est le MS-RDP. Ça revient au même. Par contre, je ne sais pas pourquoi, sur ce menu-là, ils ont décidé de ne pas mettre les ports à côté du nom. Mais sinon, c'est le 3389, le RDP. Si vous ne le trouvez pas dans la liste ou que ça ne vous revient pas, les deux fonctionnent. Parce que par exemple, si je mets autre 3389, on va voir que automatiquement il va le remodifier en MSRDP. Donc ici, on peut mettre une description si l'on souhaite, c'est pas obligé. Et on enregistre. Par contre, là, je sais plus si il me fait l'exception directement ou pas. Oui, il l'a mis automatiquement l'exception. J'ai eu un petit doute. Parce que du coup, il faut lui faire passer le port et tout. Donc là, du coup, il a bien mis. Il n'a pas forcément restreint ici dans le port de source.
il aurait pu préciser 13 389. Là, il l'a pas fait. Mais donc du coup, bah là, on a mis tous nos règles et on a réglé le NAT. Donc du coup, vite fait avant la pause, je vais finir de régler les machines et on fera les tests après. Donc le Linux. Comment ça, mot de passe incorrect? Voilà. Donc du coup, on va aller le régler. Donc sudo nano /etc/ netplan. Donc vous, normalement, si c'est une machine que vous avez juste réinstallée, vous n'avez pas besoin de le faire. Quoique si, vous pouvez avoir besoin pour passer la bonne passerelle du coup. Donc netplan / tabulation, pardon, 50 clou d'init. On remet le mot de passe. Ici, du coup, on change en 100. En 100.10, puisque c'est ce que j'ai déterminé, que j'ai mis dans mon pare-feu pour faire l'essai. Le serveur de nom 100.5. On va mettre notre pfSense. Et la route, il faut bien ne pas oublier de changer, donc on va mettre 100.5. Parce que du coup, si on ne change pas ça, ben votre machine ne va pas passer par le pfSense, donc les règles de pare-feu que vous avez mis dedans ne seront pas appliquées. Donc, normalement, c'est bien ça. Je vérifie une fois. 100.5, je m'étais pas trompé, j'ai mis tout à 5, comme ça c'est plus simple pour retenir. Et là, on enregistre. Et il ne faut pas oublier de faire le sudo netplan apply pour qu'il recharge les différents éléments du réseau et qu'il les remette bien en place. Donc ça, la première machine. Le Windows Server 1, il est déjà fait puisque c'est celui que j'ai mis sur le LAN. Et le deuxième serveur, je vais le mettre sur le WAN. Hop, donc classique. Donc c'est le WAN, donc 10.0.0.0.10, 250.0.0.0 et 10.0.0.5. 10.0.0.5 et on peut l'essayer le 4 fois. Voilà, comme ça c'est fait. Je vais vérifier la connexion ici si j'arrive bien à me connecter au SSH. 192, 160, non, si, 92, 168.100.10. Je sais plus par contre. Ah oui, mais non, parce que là, du coup, je suis pas sur le, j'ai pas la bonne passerelle. C'est pas à partir d'ici, il faut que je le fasse. SRV
92.168.100.10, j'ai oublié l'arrobase. Pourquoi il veut pas Donc il m'embête déjà un peu. Pourtant là on est bien sur le LAN et on essaye bien d'aller vers la DMZ. Donc on sait peut-être bon, on va faire tous les tests derrière pour bien mettre à plat pour être sûr si c'est pas moi qui effectivement me trompe dès le début. Je l'admets si c'est le cas. Oui. T'es sur un graphique ou... Ok, on va reprendre du coup sur des bons rails. Ok, donc on reprend les choses. Hop, hop. Alors, donc du coup déjà pourquoi tout à l'heure le SSH ne voulait pas marcher, il y avait déjà le fait que la machine, le serveur Linux, j'avais pas modifié sa carte réseau. Donc il n'était pas sur le bon réseau, donc forcément ça complique un peu pour communiquer. Donc j'ai vérifié après, effectivement, normalement c'est censé effectivement pour que ça soit bien fait, que ça soit effectivement subnet à la place de adresse, comme tu l'avais signalé. Après, allez comprendre pourquoi le ping décide de marcher, même si on met one adresse et LAN adresse par exemple, et que ça marche pour tous les pings. Il y a des fois où ça passe quand même en mettant adresse. Donc apparemment, les cas où j'avais dû faire la dernière fois, ça avait décidé de passer. Là, ça décide de pas passer. Donc voilà, pour rectifier, si c'est pour développer toutes les machines d'un subnet, d'un réseau, vous mettez directement le one subnet. Du coup. Après, si vous avez un doute, dans le pire des cas, quand vous faites la modification, dans le pire des cas, au niveau du subnet ou de la destination, vous pouvez être réseau. Si c'est pour des réseaux internes, vous mettez directement l'adresse du réseau à utiliser. Mais normalement, effectivement, si vous mettez subnet, c'est plus efficace, effectivement. Surtout sur les ports classiques. Par contre, sur le ping, je sais pas pourquoi, ils s'en foutent. Que ça soit one adresse, one subnet, il arrive à pinguer à travers, et non pas juste l'adresse du PSN, côté LAN ou WAN. Donc on va pas chercher. Donc si on reprend les choses au niveau des règles, donc pour la DMZ, je vais supprimer celle qu'on n'a plus besoin, que je m'étais servi. Donc les premières, on a la source de n'importe quelle adresse du réseau de la DMZ. Donc du coup on est passé en DMZ subnet vers n'importe quelle destination, donc pour le port 53, 80 et 443. Donc c'est les trois ports minimum pour avoir Internet.
Donc là, du coup, à partir de la DMZ, on a accès à Internet. Si on veut faire un test, soit on a une version graphique, donc à ce moment-là, ben on va sur Internet. Sinon, ici, par exemple, j'ai fait un wget HTTPS. Normalement, le wget, c'est pour faire un téléchargement. Mais du coup, s'il arrive bien à aller sur Google et tout, ça veut dire que vous avez bien accès à Internet. Et que du coup, bah, il fait bien passer et le DNS, et là, dans ce cas-là, l'HTTPS, puisque j'ai fait en HTTPS. Donc on ressort bien de l'extérieur, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'effectivement, là, on a mis en subnet à la place d'adresse. Donc ici, pour le SSH, donc pareil, j'ai juste changé de LAN subnet à DMZ subnet pour les deux. Et là, du coup, bah, je suis sur je suis du coup ici sur le LAN et je vais essayer de me connecter au SSH qui se trouve sur la DMZ. 92.168.100.10. Et là, on voit que du coup, il me demande le mot de passe. C'est que ça fonctionne correctement. Mais effectivement, il faut avoir les cartes sur le bon réseau entre le PSense et la machine. Sinon, ça complique les choses. Oui, du coup, donc j'ai regardé, mais il y en a des fois qui passent quand même avec leur adresse, genre le ping par exemple, lui il s'en fout. Et apparemment il y avait d'autres trucs des fois où j'avais dû tomber dessus et c'est pour ça que j'avais pas. Donc vous mettez subnet par défaut. Sinon, si c'est pour viser une machine en particulier, vous pouvez mettre en destination directement l'adresse de la machine elle-même. Ou bien vous pouvez indiquer aussi le réseau qui seront autorisés à passer par à utiliser cette règle-là. Donc normalement, c'est mieux de mettre de mettre subnet parce que comme ça, si jamais vous changez votre PSN de réseau, il y a un des réseaux qui change d'adresse. Au moins, vous n'êtes pas obligé de revenir automatiquement. Enfin, vous n'êtes pas obligé de revenir à la main. Ça se fera automatiquement. Alors que si vous précisez une adresse de réseau à la main, dans ce cas-là, vous serez obligé de revenir sur votre PFSense pour rechanger l'adresse aux différents endroits si jamais vous changez votre réseau. Mais en tout cas, là, ça fonctionne. On a vu. Et juste pour montrer, je vais le repasser en adresse à la place, comme on l'avait mis au départ. Et il se fout de moi. Je l'ai fait tout à l'heure, ça n'avait pas voulu. Donc je sais pas si c'est parce qu'il a du coup gardé un cache quelque part de connexion ou quoi. Mais tout à l'heure je l'ai fait, il a pas voulu. Donc, je reprends une invite de commande. Bon, prenez subnet quand même, j'ai vérifié normalement, quand c'est adresse, c'est censé prendre que l'adresse du routeur. Et voilà pourquoi j'ai pas forcément tiqué quand j'ai mis adresse des fois, parce que il y a des moments ça passait. Donc, je vais le remettre en subnet. On va rester de partir sur les subnets quand j'ai vérifié sur internet. De toute façon, c'est ce qu'il conseillait. Donc, LAN subnet et DMZ subnet.
Donc du coup, on a vu que là, ça marchait bien. Mais que si après je vais sur une autre, si je vais ici, comme à partir du one, on n'a pas mis de règles de particulières pour le pare-feu, du coup, on va être bloqué. On va le faire un essai. Là, si je fais SSH SRV arrobase 192.168.100.10, ça marche pas. Ce qui est normal, puisqu'au niveau du one, on n'a pas déclaré de règles soit ni de blocage ni de laisser passer du SSH. Donc c'est normal qu'il ne puisse pas se connecter. Parce que, comme je vous dis, si une règle n'est pas marquée, ça veut dire que d'office, c'est bloqué. Donc là, il dit même pas que c'est refusé, il dit timeout parce qu'il n'arrive même pas à aller jusqu'à la machine. Puisque c'est le pare-feu qui le bloque avant. Donc là, on a pu tester cette règle-là. Là, bon, j'ai pas de serveur côté Windows, mais de toute façon, même si je faisais le test de partir de la machine du DMZ, on aurait le même résultat. On aurait le timeout parce qu'on n'a pas mis de règles spécifiques. On l'a mis uniquement pour accepter à partir des machines du LAN vers les machines du DMZ. Et ensuite, du coup, bah là, on a mis la règle pour que, à partir de la DMZ, on puisse pinguer les adresses du WAN. Donc, si je me mets sur mon Linux, je vais pas lancer là du coup. Là, je me mets en SSH sur mon Linux, comme ça c'est fait. Et là, si je fais un ping vers le 10.0.0.10, ça passe. Puisqu'on a bien demandé que la DMZ puisse pinguer le WAN. Par contre, si je mets .1.1.1.1, on voit que ça fonctionne pas. Parce que du coup, cette adresse-là n'est pas dans le WAN. Elle est à l'extérieur, c'est dans dans d'autres réseaux. Donc là, on peut pas pinguer les adresses Internet avec cette configuration. Il faudrait mettre toute destination si on voulait pinguer aussi Internet. Après, on pourrait aussi, si on souhaitait, bloquer les pings qui viennent d'Internet également. Parce que du coup, ça peut être des robots qui essaient de sniffer les différentes adresses, les différentes possibilités, et on pourrait aussi refuser les pings qui sont à destination des trois réseaux, par exemple. Mais bon, on va les laisser un petit peu, mais voilà, on peut encore après ajuster des choses. Et après, qu'est-ce que j'avais mis? Ah oui, on avait mis le FTP, donc pour qu'il accepte les connexions qui viennent du WAN pour se connecter en FTP du ODMZ. Et donc là, du coup, le FTP ne fonctionnera que sur de l'interne. Ça ne fonctionnera pas avec des sources externes enfin des sources d'internet. Puisque du coup, les sources d'internet ne sont pas dans le WAN. Et voilà. Donc du coup, la seule chose que j'ai fait par rapport à tout à l'heure, c'est effectivement que je suis bien passé sur Subnet au lieu de passer sur adresse. Normalement, vous êtes censé être plus tranquille. Puisque l'adresse n'est pareil pour le SSH, n'était pas censé passer. Mais il a décidé de faire un routage quand même quelque part entre les deux, je sais pas où, pour que ça fonctionne. Alors qu'on a rien dans le NAT, on a fait qu'une seule modification pour le port 3389. Donc je
sais pas pourquoi il a décidé de passer le SSH comme ça. Il a réussi à le rediriger. Voilà. Retenez, du coup, je referai un petit document dessus, que c'est le subnet et non pas adresse à utiliser. Contrairement à ce que je vous avais indiqué au début, parce que la dernière fois que j'avais dû essayer, ça avait dû marcher. Mais normalement, quand on recherche sur Internet, ils disent bien que c'est normalement le subnet. Donc voilà, là c'était au niveau du réglage de la DMZ. Est-ce que de ce côté-là, il y a des questions ou quoi, ou par rapport à ce que vous auriez essayé de faire? Bon, c'est bon pour tous. Pour bloquer lequel de port? Alors, attends, je reprends l'exercice. Ouais, le NAT. Ça c'est le NAT, c'est pas du blocage. Tu veux revoir le NAT? Ouais. On va le revoir, pas de souci. Donc, je reprends mon interface. Donc ici, on revient dans le pare-feu, on va dans le NAT. Ici, on fait ajouter. Donc là, on choisit donc quelle interface par laquelle ça va passer. En général, effectivement, c'est le WAN. Sauf si on veut faire des redirections entre plusieurs réseaux internes. Mais par défaut, c'est le WAN. Ici, bah, comme pour le pare-feu, tu choisis sur quel type de protocole tu vas utiliser. Donc là, étant donné que c'était un protocole qui visait un PC en particulier, bah, du coup, on met en TCP, celui-là. Si tu as un doute, au moins le temps de faire un essai, bah, tu mets les deux et après, au pire, tu refais un essai avec l'un ou l'autre. Ici, tu dis que ça va arriver vers le WAN. Donc, soit ça peut être une adresse précise, soit ça peut être le réseau en général. Et là, tu dis quel port va arriver. C'est-à-dire quel port vient de l'extérieur pour rentrer dans ton réseau. Donc ici, dans l'exercice, c'était 1, 3, 3, 8, 9. Donc là, je vais le changer parce que sinon il risque de râler, puisque j'ai déjà la règle. Bon, donc on va le laisser, on va voir s'il râle ou pas. En théorie, il devrait râler, mais bon. Tout à l'heure, il a bien mis 2 fois la même règle de pare-feu. Ensuite, la redirection de cible, c'est-à-dire sur la machine vers laquelle tu vas transférer ce port-là. C'est-à-dire que quand ça va arriver de l'extérieur sur le port 13389, tu vas le rediriger vers une machine en particulier. Donc en l'occurrence là, à 172.30.0.10. Ça c'est la machine que j'ai déterminée sur mon LAN. Et ici ensuite tu mets le port qui est connu du côté de la machine. Donc si ta machine c'est du coup le port 3389 que tu as laissé par défaut, c'est ici que tu mets 3389. Si par contre tu as changé le port de la machine sur laquelle tu veux te connecter, par exemple tu l'as passé à 4000, à ce moment-là il faudra indiquer 4000. Il faut que ça colle en fait à la machine finale, à son port final. Donc des fois, souvent le port de destination qui rentre à la base n'est pas forcément le même port que celui derrière. Soit pour des raisons techniques, ou soit parce qu'on a plusieurs machines où on veut rediriger le bureau à distance. Donc, du coup, on fera plusieurs règles, mais du coup, en entrée, il peut y avoir qu'un seul point d'arrivée, qui pour une machine, elle ne peut pas être redivisée. Ah si, après il y a moyen, mais ça complique un peu la tâche. Mais en standard, si tu as déjà une règle pour le 3389,
il n'est pas censé t'accepter une deuxième règle pour le 3389 en entrée. Donc là, on va voir ce qu'il me dit, si je remets exactement les mêmes valeurs, s'il me remet quelque chose de différent. Et après, on fait enregistrer. Non, bah, il s'en fout, mais c'est peut-être parce que c'est la même. Non, c'est même pas exactement la même. Après, c'est peut-être parce que j'ai envoyé exactement même machine. Si j'essaie d'envoyer à une autre machine, un petit peu étonnant ça par contre. Hein? Ouais. Bah, l'IPNAS, justement, c'est la machine vers laquelle j'envoie. Donc là, du coup, je sais pas trop comment il ferait la différence. Parce que du coup, pour la box en entrée, les deux requêtes arrivent sur le port 13389. Donc je sais pas après dans quel sens il redirige vers la 11 ou la 10, quoi. C'est ça qui est un peu étrange. Je sais qu'on prend par exemple une Freebox, s'il y a déjà le port 13389 qui est occupé par une redirection de NAT, si vous essayez de leur mettre le 1389, il va vous dire non, c'est déjà existant. Et là c'est étonnant qu'il le fasse pas, par contre. À moins qu'il ait une autre technique, je sais pas. Là c'est un peu étrange, je pensais qu'il allait râler. Donc ça prouve qu'il faut faire éventuellement attention parce qu'il peut avoir potentiellement un risque de doublon au niveau du NAT, quoi. S'il fait pas de vérification du coup. Donc voilà, à faire attention à ce point. Donc c'est bon, ça répond à tes questions pour le NAT. Donc du coup, je repasse au niveau des règles du pare-feu. On va passer au LAN. Donc du coup, bon, la première, c'est celle qui est obligée de rester de toute façon. C'est la règle pour empêcher d'éviter d'arriver à qui permet de pouvoir se connecter à l'interface web, quelles que soient les circonstances. Donc celle-là, effectivement, il faut éviter de la shooter. Sauf si vraiment vous êtes sûr après des autres règles que vous mettez. Mais dans l'idéal. Mais de toute façon, du coup, vous pouvez pas, quelqu'un d'autre de l'extérieur ne pourra pas accéder à cette interface, puisqu'elle n'accepte que les adresses qui viennent du LAN a priori. Donc après, je ne l'ai pas supprimé ça. Après, bon, ici, normalement, on n'était pas obligé de la remettre. Mais du coup, pour faire un essai, à un moment, je l'avais remis. Donc pour dire qu'on acceptait les... Oui, que quand la source venait du réseau LAN, en direction de la DMZ, on laissait passer les éléments. Ah, c'est peut-être pour ça que c'est passé mon coup d'adresse tout à l'heure. Puisque j'avais aussi cette règle-là qui prenait en compte les informations. Bon, on va essayer après. Et ensuite, à partir du LAN, on dit qu'on peut accéder à la DMZ sur les ports 53, 80 et 443 pour notamment, par exemple, aller sur le GLPI. Donc là, je refais la tentative. Ici, je mets 192.168.100.10 et j'arrive bien du coup sur GLPI. Maintenant, DMZ adresse à la place.
On va retenter avec lui. On le remet en adresse à la place de DMZ de Subnet. Donc DMZ adresse et LAN adresse. Voilà. Et là, on voit qu'effectivement, ce coup-là, ça marche bien comme ça devrait. On voit qu'on n'arrive pas à y accéder. Puisque là, on a laissé l'autorisation que de communiquer en HTTP, HTTPS, DNS entre le 172.16.05, qui est l'adresse LAN du pfSense, et le 192.168.100.5, qui est l'adresse LAN, qui est l'adresse WAN, donc qui est l'adresse DMZ du pfSense. Donc c'est pour ça que là, quand j'essaye d'aller sur le 10, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'effectivement, normalement, c'est bien du coup finalement Subnet qu'il nous faut pour bien fonctionner. Comme ça, toutes celles qui sont sur le LAN pourront accéder à la machine où se trouve le GLPI sur la DMZ, sans avoir du coup besoin de ressortir du réseau pour revenir par l'extérieur. Ce qui est plus logique quand même de faire ça. Parce que si les deux serveurs sont dans le même bâtiment et que vous êtes obligé d'aller sur Internet pour revenir par IP public, c'est pas très logique. Ça fonctionnera quand même, hein, mais c'est pas le plus logique. On a plus de risques du coup potentiellement d'avoir la récupération d'infos en cours de route et tout, puisque du coup on passe par Internet pour y aller. Voilà, du coup je remets, et le dernier, LAN Subnet et DMZ Subnet. Donc voilà, et donc là pour essayer, voilà, on essaye, on voit que ça marche. Donc, comme ça, s'il y a des serveurs, vous n'avez pas envie que tous les réseaux y aillent forcément, avec le pfSense, ben, on peut bloquer certains réseaux d'accéder à certains services. Donc voilà, c'est juste qu'il nous manque éventuellement de mettre du coup le LAMSubnet vers toute destination pour le 80 et tout, pour avoir Internet, si on veut séparer un peu les règles. Parce que là, du coup, ouais, c'est ça. Là, elle n'a pas accès à Internet parce que les échanges en 80, 53 et tout se font pour l'instant entre le DMZ et le LAN. Et donc, du coup, ben, il n'y a pas accès à Internet avec ces éléments-là. Donc, dans ce cas-là, on met TCP/UDP. Du LAN adresse vers ENI. Enfin, vers toutes.
443, pareil. Et le 53 pour être bien. Voilà. Ça, du coup, là, je peux aller sur Internet. Normalement. Je dis normalement. J'ai... Ah non, j'ai mis l'adresse, pardon. Voilà. Du coup, si on met bien le LAN subnet, ça marche mieux. Parce que j'avais mis adresse et ça marchait pas. Parce que du coup, c'était pour il prenait les règles à partir du pare-feu lui-même et pas les autres. Et ensuite, donc là des questions par rapport au LAN. Bon, sachant qu'en réalité, on pourrait du coup éliminer ces trois-là, puisque du coup, comme ici, on met toute destination, bah du coup, forcément, la DMZ en fait partie. Donc si on fait ça, c'est aussi valable. Puisque du coup, le DMZ subnet est forcément inclus dans toutes les destinations. Et ensuite, du coup, le WAN. Donc là, on retrouve le même principe. Donc la source, le WAN subnet, pour le port 53, 80 et 443, afin qu'il puisse aller sur Internet. Ensuite, j'ai rajouté, bon, juste pour affiner un peu, une règle de ping qui permet au DMZ de n'importe quoi. Qui permettent au WAN de se pinguer entre eux. Les machines du WAN peuvent se pinguer entre eux, mais elles peuvent pas pinguer ailleurs. Et surtout pas, elles ne peuvent surtout pas pinguer les adresses du LAN. Parce que là, on l'a marqué explicitement que du coup, l'ICMP du WAN, quand ça vient des adresses du LAN, des adresses du WAN vers le LAN, ça ne fonctionnera pas. Là, on l'a mis clairement, on a mis la croix pour dire que ça, on bloque. Et après, on avait mis les éléments s'il y avait besoin. Du coup, ce qu'il faut surtout rajouter, c'est ceux qui, de toutes les destinations, renvoient vers le DMZ, puisque du coup, on a besoin que ça aille vers la DMZ pour aller au serveur de l'extérieur. Donc sur le 80, 443, 53. Tiens, j'ai deux fois la règle. Et après, bon, là, j'avais décidé, je sais plus pourquoi, finalement,
de laisser passer aussi l'internet vers le WAN de l'entreprise, des fois qu'il y a un élément à accéder de l'extérieur. Mais en tout cas, les requêtes de l'extérieur si elles essayent d'aller directement sur le réseau LAN, elles ne passeront pas. Puisque on a mis uniquement tout à l'heure le HTTP, HTTPS et le DNS du LAN vers l'extérieur, mais on n'a pas accepté les connexions en 80, 443 et 53 qui viennent de l'extérieur vers le LAN. Mais en tout cas, c'est pas ça qui l'empêche d'avoir Internet. Même si on bloque le retour, du moment que l'aller il a établi une connexion, il repassera par le même point avec sa connexion. Enfin, où il aura du coup au moins les informations pour pouvoir retourner dans le LAN une fois qu'il aura obtenu la réponse de l'extérieur. Donc là, c'était pour ajouter. Mais bon, après, c'est pas forcément obligatoire. Ça peut dépendre aussi, on a ou pas des services qui sont hébergés directement côté WAN et non pas dans la DFZ en plus. Et donc là, normalement, si je me trompe pas, on a à peu près fait le tour. Non, ça c'est... Donc le LAN doit avoir bien Internet. Il peut communiquer en HTTP, SSH et HTTPS uniquement. Bon, on a rajouté le DNS pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci avec Internet. Et donc du coup, on arrive bien à accéder à Apache puisqu'on arrive à accéder au GLPI qui a été installé sur la machine. Donc le WAN, normalement, ne peut pas pinguer le LAN. On ne l'a pas fait, mais on va tester. Donc là, ça c'est mon WAN. Donc CFD. Donc là, ping vers le 172.30.0.10 qui est ma machine sur le LAN. On confirme bien du coup que le ping ne fonctionne pas puisqu'on l'a bloqué. Si vraiment on veut être sûr qu'il n'y ait pas autre chose qui bloque, genre ça, donc là, normalement, cet élément-là avait tendance à bloquer par défaut le ping, et quand on le débloquait, ça débloquait le ping aussi. Et là, on voit que ça n'a rien changé, puisque c'est le pare-feu qui bloque. On peut le confirmer, parce que du coup, au niveau du pare-feu, si on revient dans PSN, c'est ça peut vous aider des fois pour des réglages. Si on va ici, ici on a des statuts pour voir un peu où il en est dans ses réglages, dans ses configurations. Mais ça, c'est pas forcément le plus intéressant. Ce qui va nous intéresser, c'est l'autre à côté qui sont les logs, les journaux. Ici, on a une vue normale de différents éléments qui ont été pingés. Et on voit ici que, par exemple,
qui a été bloqué, il y a le ping qui est venu du 10.0010 à destination du 172.30.010. On voit que ça a bien été bloqué. Et qu'après, il essaye de bloquer d'autres éléments à destination d'une machine qui, pour moi, n'existe même plus. Donc là, on a la machine qui est sur le one, qui essaie de communiquer avec une machine qui était précédemment existante, et il essaie de passer par le LDAP. C'est le serveur qui essaie de faire connexion avec un autre serveur ou une autre machine pour vérifier des éléments. Donc là, ça passe pas. Et après, il y a le 647. Je sais plus c'est quoi celui-là. Si je l'ai su. D'accord, c'est le failover DHCP, donc en fait c'est la redondance du DHCP, enfin le basculement du DHCP qui tente d'envoyer ces informations par le port du coup 647. Oui. Bien sûr. On va revenir après sur les logs. Voilà, c'est ces trois règles-là. Là. On dit que quand les adresses viennent du WAN, on peut accéder à n'importe quelle destination sur les ports 53, 80 et 443. Les mêmes en fait qu'on a mis sur le LAN et sur le DMZ, mais sur le WAN du coup. Ah, oui, donc du coup ça peut. Ah, si, il le faut un moment quand même pour lui dire que si on essaye de lui faire rentrer des informations de l'extérieur sur le port 443, qui ait accès. Là, je l'ai rajouté, c'était pas forcément demandé directement dans la machine. Ce qui était important dans l'énoncé, c'était de mettre celle qui renvoyait vers à destination du DMZ qu'on laissait passer l'entrée. Non, c'est celle-là que je dis elles sont pas obligatoires, celles-là. Hein? Ah. Mais oui, mais normalement, si tu as bien mis celle-ci, logiquement, tu devrais avoir Internet. Ouais. Après, sinon, désactive-les, mais là, tu vois, là, je suis sur cette machine-là. Si je fais des trucs au hasard, j'ai bien Internet et tout. J'ai pas de page, mais j'ai bien Internet. Donc les plus importantes pour Internet, c'est celle-ci. Hein? De OneSubnet à OneSubnet, c'est ça? Non, elle est pas obligatoire. Mais c'est un moment où j'ai fait un test pour voir si ça marchait et je voyais que j'arrivais pas à me pinguer. Je me suis dit, ah oui, mais du coup, je n'ai pas déclaré de ping. Non. Si on met pas de OneSubnet à OneSubnet pour le ping, les machines qui sont dans le One ne pourront pas se pinguer entre elles. Oui, par défaut, le ping est bloqué. Parce que le ping te permet de savoir si une machine est en vie ou pas. Donc, par défaut, si tu le bloques, bah, s'il y a quelqu'un qui scanne ton réseau ou quoi, s'il n'a pas de retour de ping de base, il va pas essayer d'aller plus loin pour essayer de voir s'il pourrait y avoir des informations intéressantes sur ta machine. Après, non. Et justement, des fois, sur la box, ça peut être intéressant justement de le désactiver le ping. Parce que du coup, bah, s'il voit pas le ping fonctionnel, un hacker ou quoi, bah, il va pas insister pour vérifier si vraiment ou pas il y a rien derrière cette adresse. Après, c'est juste que ça scanne ça fait un premier blocage par le ping qui est le plus simple. Après, si la personne essaie de pousser plus loin et de tester d'autres ports et tout,
Bon, là, il peut peut-être s'apercevoir que s'il y a un autre port qui répond alors que le ping répondait pas, ça veut dire qu'il y a bien la box est bien opérationnelle, donc potentiellement il peut tenter de passer, trouver une faille pour rentrer dedans, potentiellement. Donc c'est pour ça que des fois les box en entreprise ne répondent pas forcément si tu fais un ping sur leur adresse IP, puisque du coup c'est fait pour ne pas renvoyer l'information. Et du coup par défaut, toute règle effectivement qui n'est pas explicitement citée dans la liste est bloquée, y compris à l'intérieur même d'un réseau. Là du coup si je le retire, je peux plus me ping. On peut le faire hein, d'ailleurs, ça va. Là je me mets ici sur mon one, je fais un ping-t sur le 10.0.0.5 qui est ma passerelle. Du coup il n'y a pas de problème, ça passe. Maintenant je désactive la règle, je l'applique. Ok. Normalement c'était pas censé passer. Parce que j'ai pas d'autres règles de ping en plus. Je vais la supprimer. Voilà. Apparemment, je sais pas pourquoi la désactiver, elle avait pas voulu. Ça avait pas suffi pour bloquer le truc. Juste en désactivant. Mais là, en voyant que tu vois qu'on la retire, du coup, bah, il laisse pas passer même à l'intérieur même du one. C'est valable pour les autres réseaux également. Hein. Là, du coup, puisque si j'ai pas mis de règle entre du LAN à LAN, bah, par défaut, il va pas pinguer les autres machines du LAN. Donc après, bah, c'est adapté en fonction de ce que tu veux. Si t'as pas besoin de pinguer forcément tes machines entre elles et tout, tu n'es pas obligé de mettre des règles. Si par contre à l'intérieur du réseau, tu veux au moins dans chaque réseau pouvoir pinguer les machines du même réseau, à ce moment-là, vaut mieux ajouter comme là une règle one subnet à one subnet. Comme ça, les autres machines ne pourront pas forcément le pinguer, sauf si on a mis une règle explicite. Mais au moins les machines du réseau entre elles tu pourras faire des tests de ping. Oui. Hein, va du coup regarde, va bien dans interface one. Et ici, vérifie que tu as bien ta bonne passerelle en amont. Parce que si t'as pas la passerelle en amont, ça passera pas. L'upstream gateway. Juste en dessous de l'adresse IP. Tu l'as en 10.02.02. Ah, bah essaye pour voir. Normalement ça devrait pas, mais bon on sait jamais. Ouais, je vais le recocher moi pour voir. En plus. Non, ça passe. Ta machine, t'es sûr qu'elle est bien sur la bonne carte réseau quand même. T'as vérifié? Pas comme moi tout à l'heure. D'accord. Bon, je vais venir jeter un œil. Je vais expliquer un petit peu pour les logs et je vais venir voir. Donc, du coup, au niveau des règles, au niveau des règles, si vous allez ici, donc comme je vous disais, vous retrouvez des adresses qui ont été testées, pingées et bloquées récemment. Mais ce qui est intéressant quand vous faites des tests, c'est directement la vue dynamique.
puisque elle, il va le mettre plus ou moins à jour en temps réel. Et du coup, on voit directement, si vous faites un test de ping, vous allez bien voir s'il apparaît dans le blocage ou quoi. Donc, est-ce qu'il a bien bloqué le ping? Et du coup, après, il peut vous dire dans quelle source et destination il a bloqué pour que vous puissiez éventuellement rajouter une règle pour autoriser le ping dans ces sens-là. Donc ça peut être intéressant. Donc soit il le fait automatiquement, soit sinon vous pouvez faire un F5 pour rafraîchir la page. Mais là, si par exemple je suis ici et j'essaye de ping 1.1.1.1, normalement ça marche pas parce que j'ai pas autorisé les pings vers l'extérieur. Si je rafraîchis, on voit bien qu'ici il a bloqué, il nous dit qu'il a bloqué le ping du 172.13.0.1 à destination du 1.1.1.1. Donc c'est bien la requête qu'on vient de faire en temps réel. Et là on voit les 4, puisque du coup il fait par 4 les pings. Donc après par défaut je sais plus la fréquence directe de rafraîchissement, mais vous pouvez le faire à la main. Mais au moins comme ça vous pouvez faire vos tests, voir s'il a déjà bien percuté la demande. S'il n'a pas percuté la demande pour accéder justement à Internet ou quoi, c'est peut-être qu'il y a autre chose qui c'est même pas arrivé au pare-feu, quoi. Donc ça peut être bien pratique ces journaux. Et vue sommaire, c'est plus un récapitulatif de ce qui est pas des actions qui ont été passées et bloquées ces derniers temps. Donc là, on voit que par exemple, il y a beaucoup plus de trucs qui sont bloqués que d'éléments qui passent. Sur 10 000 lignes, il y a 158 qui passent et tout le reste c'est bloqué. Là après, il y a les sources de quelle interface sont émis les demandes. Ici, les protocoles qui ont été testés par le ping et autres. Donc on retrouve différentes informations qui peuvent vous permettre de voir d'où les destinations d'origine, vers où ça va, vers quel point vous allez. Ici, les ports qui ont essayé de faire des demandes, ceux qui ont demandé le plus, les ports vers lesquels on veut aller. Donc on voit qu'il y a beaucoup le port 53 en TCP et UDP, le DHCP failover qui essaye de transmettre les informations entre les deux serveurs, puisqu'on avait effectivement mis le basculement du DHCP. Donc il essaye d'envoyer, mais forcément, comme du coup les adresses sont plus valables par rapport à ce qu'on a donné à la base, du coup il peut pas. Ça peut pas répondre. Et c'est bloqué aussi parce qu'on ne l'a pas laissé passer. On a le LDAP, pareil, c'est normal qu'il change parce que comme on est entre des Active Directory, il essaie de vérifier s'il a bien les connexions et tout. Donc voilà, vous pouvez avoir ces différentes données, mais ce qui reste intéressant, c'est la vue dynamique qui nous permet de voir qu'est-ce qui est bloqué en temps réel. Donc si vous voyez par exemple qu'il y a un port, là, le port 647 qui essaye d'insister et que ça peut être intéressant qu'il y aille, et dans ce cas-là, on peut rajouter une règle pour le débloquer et surtout il vous dit dans quelle interface ça intervient. Donc là par exemple il voit que ça intervient au niveau du LAN, du coup vous allez dans le pare-feu LAN et vous rajoutez votre règle pour autoriser du LAN subnet vers celui qui va bien. Bon là ici il essaie d'accéder à une machine qui n'existe pas, donc là il n'y a pas, mais si par exemple c'est vers le DMZ, vous acceptez la destination vers le DMZ. Ça dépend si vous en avez besoin. Après, si c'est un port que vous n'avez pas besoin qu'il passe ou quoi,
et qui essaye de passer et que vous connaissez pas ou que ça vous parle pas, que ça devrait pas forcément tenter de passer, bah vous le laissez, vous touchez à rien, vous le laissez comme il est, il sera forcément bloqué. Donc si c'est un port qui bloque pas pour vos opérations, pour les personnes et tout, bah à ce moment-là, autant pas le laisser passer parce que bon, sauf si après vous avez regardé le port et que finalement ça peut être lié à un autre service où il n'y a pas forcément de retour direct derrière. Bon, à ce moment-là, c'est à voir, mais c'est pas forcément le cas. Donc c'est pour ça que la vue dynamique de ce côté-là est pratique. Par contre, ça vous montre que ce qui est bloqué. Ça vous montre pas ce qui passe. Sinon, ça ferait trop. Après, normalement, on peut journaliser certains ports et on retrouve ça. Non, pare-feu, règle. Donc si je prends celle-ci, voilà, là du coup comme j'ai un journal plus avancé, je peux avoir un peu plus de détails. Donc là, vous voyez, j'ai cette petite icône ici de journalisation. Donc ça veut dire qu'il va enregistrer les informations plus en détail. Et si on clique sur le détail des états, on va avoir les différents éléments qui y sont liés. Donc là, par contre, c'est plus détaillé, donc faut avoir besoin vraiment de chercher quelque chose en particulier pour vérifier. Sachant que par défaut, la journalisation n'est pas mise par défaut sur les règles, parce que ça peut vite prendre du poids s'il y a beaucoup de transferts entre certaines adresses et tout. Donc, il déconseille des fois de journaliser toutes les règles du pare-feu, sauf si vraiment on a un gros espace de stockage potentiel et pour éviter des problèmes, ou qu'on fait tourner régulièrement les logs et qu'on écrase les anciens logs ou qu'on les envoie sur une autre machine de stockage à côté. Donc, avec ces outils-là, du coup, vous pouvez arriver à régler pas mal de choses assez finement, du coup, que les règles standards qu'on avait fait jusque-là. Parce qu'après, là, on a mis pour autoriser les machines du subnet en général, mais comme je vous dis, vous pouvez faire des règles machine par machine si vous souhaitez. Si vous voulez que toutes les machines, sauf 2 ou 3, ne puissent pas se connecter au SSH, bah, vous rajoutez 3 règles de pare-feu qui bloquent le SSH de ces machines-là. Mais par contre, les autres auront toujours accès au SSH quand même. Des questions du coup? Quand on journalise? Au journal? En fait, ici, il te met les trucs qui ont été établis. L'autre, dans le journal, tu vois que ce qui a été bloqué. Là, ici, tu vois toutes les connexions qui ont été établies de telle machine à telle machine. Dans le, si je vais ici dans les règles et que je vais dans le, attends, j'ai fait comment? Statut, oui, état, système log. Système log, je vais y arriver. Journaux système. Donc ici, tu es dans le système général et après dans pare-feu. Ah, dans pare-feu, en fait, ici, tu vois, en vue normale et en vue dynamique, il ne te montre que les connexions qui ont été bloquées. Il ne te montre pas toutes les connexions qui ont été établies, qui sont passées, qui ont été valides.
Alors que si tu journalises, tu vas voir également, si je reviens pare-feu dans mon LAN, je crois que c'est dans le LAN que j'en ai une. Si je clique ici par exemple, bah là il m'en a mis quand même. Mais tu vois, là j'ai plus de détails, j'ai les différents éléments d'ICMP entre le... Là tu vois par exemple le pfSense qui est en 10.0.0.5 fait des pings vers le 10.0.0.2. Donc là tu as une journalisation, tu vois, tu as plus de détails sur ce qui est passé, y compris ce qui est passé. Alors que l'autre, c'est vraiment, ça filtre que ce qui est bloqué. Donc toi, ça peut t'intéresser justement parce que si tu as quelque chose qui est pas censé passer mais qui bloque, bah, le journal où tu vois que ce qui est bloqué, ça te permet de réduire ça accélère ta résolution, quoi. Alors que là, tu vois tout. Donc après, si tu veux surveiller qu'il n'y ait pas des connexions vers des machines bizarres ou quoi, tu peux avoir besoin sur certains types de connexions de le faire. Par exemple le SSH pour voir s'il n'y a pas des machines un peu étranges qui essayent de se connecter ou quoi, ou que tu as pas mal de tentatives de connexion sur le SSH alors que ça devrait pas. Pour pouvoir justement éventuellement les bloquer ou affiner ta règle pour qu'il y ait moins de gens qui puissent tenter de se connecter dessus. Voilà la différence entre la journalisation, mais la journalisation du coup peut vite augmenter en taille. Donc il faut bien gérer les logs à ce moment-là pour les envoyer ailleurs, pour les écraser au bout de X jours, pour éviter que du coup bah, toute ta place se retrouve prise par des journaux, quoi. Parce que là, on voit que par exemple, les pings entre non, c'est même pas il y a des connexions UDP en 514. Si je prends port 514. C'est quoi du coup? C'est pas clair. Ah d'accord, 514 c'est les transferts de log vers une autre machine justement. Et donc là on voit que par exemple, bah, le 10.0.0.5 a essayé d'envoyer sur le 172.16.20.1 et du coup bah là il a déjà transmis 4 et quelques mégas, alors que ça fait pas forcément très longtemps que ça tourne. Donc ça peut assez vite monter si on met trop de journalisation. Okay. Alors je vais venir voir du coup.